Madame, monsieur, bonsoir, bonazère à tous. Merci d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro d'Intant au Perle Ambiente. Un numéro consacré à la filière agrumicole en Corse. Comment cette filière se porte-t-elle? Quelle est sa production actuelle, boostée, on le sait, en grande partie par la clémentine? Et surtout, quels sont les défis que doivent relever les acteurs de cette filière au niveau économique, écologique, mais également climatique? Durant 20 minutes d'émission et en compagnie de deux invités, nous tenterons de répondre à ces questions. François-Xavier Tchekoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de San Giuliano, une commune sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous êtes également producteur d'agrumes et président de Corsica Comptoir, réunion de 70 producteurs qui ont pour objectif de valoriser ces produits, valoriser les agrumes. Jean-Paul Mancel, bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes également agrumiculteur, producteur de clémentine et de pomelo sur la commune de Valle di Gampolor, à quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le site de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est un véritable réservoir, un trésor d'agrumes. Vous pouvez sans doute le découvrir sur ces images actuellement. 14 hectares d'oranges, de clémentines, de pomelo. L'INRAE, c'est aussi et surtout un lieu consacré à la recherche et qui travaille de manière étroite avec les producteurs d'agrumes. Nous aurons l'occasion d'en reparler durant cette émission. Allez, une première question avec vous, Jean-Paul Mancel, une question d'actualité. La campagne des clémentines est terminée, la campagne des pomelos suit son cours, a commencé. Est-ce qu'on peut déjà faire un point d'étape? Un point d'étape pour les pomelos, on peut dire que la campagne a commencé et on s'aperçoit que cette campagne commence de plus en plus tôt, puisqu'on en parlera peut-être. Il y a quand même actuellement un changement climatique qui fait que nos pomelos respectent les critères de l'IGP Pomelo de Corse de plus en plus tôt. Donc la campagne a commencé, oui. Sur la clémentine, est-ce qu'on peut faire Alors sur la clémentine, on peut dire que là par contre la campagne est bien finie. Et on peut dire que ça a été une campagne déjà en quantité, en tonnes produites, c'est une grosse campagne, une forte campagne, puisqu'on a fait 31 000 tonnes expédiées. Et il y a eu quand même des hauts, des bas, et c'est vrai que ça ne s'est pas fait sans difficulté. Et certainement aussi, là aussi, les changements climatiques, les productions qui commencent à trop augmenter, font qu'on a rencontré quand même cette année quelques difficultés. Mais enfin, en moyenne, on peut dire que c'est une année qui s'est pas trop mal passée. Alors déjà, on va donner un ordre d'idée sur les productions. Alors vous allez découvrir ces chiffres concernant la production de clémentine sur l'île, environ 30 000 tonnes par an. Cela peut fluctuer selon les années, vous l'avez déjà un peu dit, Jean-Paul Mancel. Donc 30 000 tonnes, donc 80% certifiés IGP. Concernant le pomelo, nous sommes plutôt sur 7 000 tonnes par an environ, dont 65% certifié IGP. François-Xavier Tchekoli, même question pour vous. Est-ce que cette année, on se situe à peu près dans ces ordres de grandeur? Oui, je vous confirme que nous sommes dans ces ordres de grandeur. Et effectivement, pour vous parler du pomelo, donc la campagne a débuté depuis quelques semaines. Alors, elle débute toujours un peu plus tôt sur le bio. Le conventionnel est en train de démarrer. Et ce qu'on a remarqué, comme le disait Jean-Paul, c'est que finalement, la maturité est plus précoce. Malheureusement ou heureusement, l'évolution climatique fait que le taux de sucre est plus important sur nos produits sur des périodes où avant nous n'étions pas présents. Et ce que je peux vous dire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que les premiers retours clients sont excellents. C'est-à-dire que le pomelo de Corse aujourd'hui, un peu dans la roue de la clémentine, est en train de conquérir ses lettres de noblesse et c'est un produit qui est demandé. Alors déjà, on a posé un petit peu le débat au plan général. On va maintenant parler d'un aspect plus particulier à travers ce reportage, à savoir les alternatives possibles aux pesticides et aux engrais. Depuis plusieurs années, les agriculteurs doivent s'adapter aux réalités écologiques, mais également aux nouvelles réglementations. Pour ce faire, pour s'adapter, ils ont besoin de la recherche, et notamment que la recherche leur propose des alternatives donc crédibles, efficientes aux pesticides et aux engrais. C'est un reportage de Solange Radiane et de Tiffaine Urtis-Verea. Des insectes et des plantes pour aider les agriculteurs à mieux produire. Ici, 9 variétés de végétaux ont été rassemblées, de la lavande aux petits arbustes comme l'arbousier. Ces plantes produisent toutes du pollen et du nectar à proximité d'un verger de pêche. C'est Marie-Vincente, technicienne à la Chambre d'agriculture, qui est chargée du programme Plantons des haies pour la Haute-Corse. L'idée d'avoir implanté cette haie en bordure de verger, c'est d'attirer en fait ces prédateurs naturels pour qu'ils soient à proximité en fait du verger et l'objectif c'est de créer un équilibre
dans le verger, en fait, des flux entre la haie et les arbres. Au printemps, des chrysopes, des cirfes, des coccinelles vont s'installer dans cette haie. Leur plat du jour, ce sont les pucerons, les chenilles et autres nuisibles qui endommagent les arbres et les fruits. L'objectif, c'est d'utiliser moins de pesticides, mais aussi, grâce à ces végétaux, de protéger les ressources en eau, de lutter contre l'érosion des sols et de favoriser la pollinisation. Les espèces végétales sont choisies en fonction des terrains. Le choix des espèces se fait vraiment par rapport au type de sol et aussi à la culture. En fait, on ne va pas mettre les mêmes essences en bordure d'un verger de clémentinier en aspersion totale et un verger de pêcher qui est conduit en goutte à goutte. En fait. Voilà, on va par exemple en bordure de clémentinier, on peut privilégier des essences qui sont peut-être un peu plus résistantes à l'eau, alors que là, en fait, on a choisi que des essences qui sont très très peu gourmandes en eau, en fait. En Haute-Corse, les haies ont été développées pour la première fois au lycée agricole de Borgo, à proximité d'une exploitation de clémentines. Aujourd'hui, une vingtaine d'agriculteurs postulent pour obtenir le même dispositif. Ce programme est financé par le plan France Relance. Il prévoit de développer sur le territoire national 7000 km de végétaux et d'arbres avant 2024. D'autres pistes sont explorées pour utiliser moins d'engrais et de pesticides. L'association de recherche et d'expérimentation sur fruits et légumes, basée à San Giuliano, travaille sur le rôle des champignons dans les vergers. Ce technicien agronome doit percer le mystère de cette coopération. Pour cela, il tente une expérience sur des jeunes plants d'olivier. Là-dedans, il y a à peu près 6 champignons différents. Ils arrivent sous forme de litière, un peu comme ça. On en a prélevé 40 grammes, pesés à la balance, pour chaque pot, donc la même quantité. Et au moment du rempotage, on les a insérés en même temps qu'un substrat bactérien qui vient enrichir aussi le tout. Plusieurs études démontrent l'association bénéfique, parfois vitale, entre les arbres et les filaments souterrains développés par ces êtres vivants microscopiques. Le champignon, du coup, il a une capacité de prospection du sol plus grande que les racines, donc il permet d'apporter plus d'eau. Il permet aussi d'apporter plus de nutriments éventuellement pour la plante, et en échange, la plante lui apporte du sucre. Ça permet d'améliorer fortement la croissance du plant, une certaine tolérance aux contraintes hydriques. Ça aurait même des effets bénéfiques pour les contraintes biotiques. Certains ravageurs, le plant pourrait être plus tolérant. Et donc, après l'avoir lu, nous, à la Réflec, l'idée, c'est de le vérifier sur le terrain. Dans un autre laboratoire, les ingénieurs planchent depuis 5 ans pour diminuer la présence de la mouche méditerranéenne dans les vergers. Cette dernière attaque les fruits quelques semaines avant la récolte. Alors Mélina essaye d'élever un de ses prédateurs. Ce qu'on appelle un parasitoïde, c'est une micro-guêpe qui va justement pondre dans la larve de la mouche méditerranéenne et qui va éviter que cette larve se développe dans le fruit. Et donc ça va permettre de réguler la population des mouches méditerranéennes des fruits. Les premiers essais auront lieu cet été en plein champ. D'autres expériences sont menées pour lutter contre des insectes nuisibles, avec des pince-oreilles cachés sous ces peaux suspendues, mais aussi avec l'installation d'abris pour des mésanges et des chauves-souris dans les exploitations agricoles. Alors que plus de 30% des insectes sont menacés d'extinction, l'humanité redécouvre enfin leur rôle décisif dans l'équilibre de la chaîne alimentaire. Alors Jean-Paul Mancel, se passer des pesticides aujourd'hui, c'est plus un parti pris idéologique, c'est devenu une nécessité. L'année prochaine, en 2024, l'UE va interdire le dernier pesticide. C'est exactement ça. De toute façon, c'est vraiment une nécessité. Mais je pense que beaucoup d'agriculteurs en sont convaincus depuis longtemps, puisque depuis longtemps, nous faisons des lâchers de ces fameux insectes dans nos vergers. Donc, on en est conscient, mais en effet, en 2024, le dernier pesticide va disparaître, donc on n'aura plus grand-chose à notre disposition, à part des huiles végétales. Donc c'est vrai qu'il faut prendre conscience de cette réalité, et il faut absolument aller vers ce genre de recherche pour pouvoir lutter efficacement contre les nuisibles. François-Xavier Tchéco, les derniers pesticides interdits là, en 2024, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ?
Oui, alors ce qui est interdit à la fin 2023, donc c'est la famille des glyphosates, mais certains pesticides resteront autorisés. Il y a de grands débats au niveau européen pour ce faire. Moi, je crois qu'il faut savoir raison garder aussi dans le bon sens. Je crois que ce qui a été présenté dans le cadre de votre émission montre bien l'objectif, l'état d'avancement, là où on veut aller. C'est indéniable, mais il faut faire attention à le faire de manière intelligente. Si je devais faire un parallèle, regardez ce qui nous arrive en France aujourd'hui avec l'énergie ou en Europe. On a voulu se passer de choses peut-être un peu trop vite pour répondre à votre question et on se retrouve à être encore plus polluant qu'avant. Je crois qu'il en va de même. Par rapport au nucléaire, c'est ça? Exactement, par rapport au nucléaire. Aujourd'hui, peut-être qu'on a des centrales au fioul et au charbon qui ne sont pas forcément mieux, même si l'idée c'est de s'en passer à terme. Moi je crois qu'il en va de même. L'agriculture, c'est pas binaire. Il y a des productions qui se passent très bien des pesticides. Si je devais vous citer l'avocat, la noisette, même le kiwi encore, ça marche très bien. Et il y en a où c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier que le rôle des agriculteurs, c'est bien sûr d'aller vers un rôle beaucoup plus sain en matière d'offres de qualité aux consommateurs, mais aussi à la planète. Mais il faut aussi la nourrir, cette planète. Et attention à ne pas être trop élitiste, trop rapide. Et vous savez ce qu'on dit du pouvoir d'achat aujourd'hui, il faut aussi nourrir les gens. Donc moi, je prône plutôt un équilibre avec une tendance forte. Donc là, ces systèmes de ce qu'on a vu, ces systèmes de haies en bordure de verger, ces insectes qui s'attaquent aux autres nuisibles, est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense que c'est positif. Tout ça, bien sûr, on est en phase d'expérimentation, donc je pense qu'il faut le développer. Jean-Paul l'a dit, les lâcher, le piégeage massif qu'on utilise déjà sur la clémentine ou sur la punaise diabolique. Voilà, il faut justement, continuer. Qu'est-ce que ça donne en gros? Alors, les piégeages massifs marchent très bien, puisque par exemple, pour la mouche méditerranéenne, le piégeage massif marche bien. Maintenant, pour la punaise diabolique, nous sommes vraiment en phase d'expérimentation. Donc, on sait que ça marche, mais il y a aussi des protocoles qui sont encore à écrire, à vérifier. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est bien obligé de se diriger vers ça, puisqu'on n'a rien d'autre à notre disposition. Et je rejoins François Xavier, c'est de dire, attention, on ne peut pas toujours se passer de tout. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi se passer de temps en temps de chimique. Ça sera impossible de faire une culture. Aujourd'hui, je pense que c'est pas possible. Justement, se passer du chimique, ça nous fait la transition sur les engrais. C'est compliqué de se passer totalement des engrais. En gros, les agrumes ont besoin d'une dose minimale d'engrais pour se développer. Voilà, par exemple, les bio, évidemment, ceux qui sont en agriculture bio arrivent à avoir des productions en se passant du chimique, mais par contre, une vieille plantation d'agrumes, pour l'empêcher d'avoir des engrais chimiques, c'est un peu compliqué. Donc, les engrais chimiques, faut se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agrumiculteurs qui utilisent les deux. C'est-à-dire qu'ils font toujours du mixte. Et le mixte va très bien. Le mix, c'est quoi? C'est azote chimique, azote naturel, organique et chimique. On fait les deux. Et chimique. Donc ça, et là, on s'aperçoit qu'on a vraiment de très bons résultats. Donc là, on vient de parler des travaux menés par l'ARFLEC. C'était l'objet du reportage, l'association de recherche et d'expérimentation sur les fruits et légumes en Corse. Mais ici aussi, à l'INRAE, il y a des recherches poussées. Alors, pas exactement sur des alternatives aux pesticides en tant que tels, mais de manière un peu indirecte, c'est-à-dire travailler sur de nouvelles variétés d'agrumes qui sont davantage résistantes aux maladies ou qui sont moins gourmandes en eau. Alors Jean-Paul Mancel, on peut le faire avec vous, une forte demande des agrumiculteurs, c'est de pouvoir, donc, disons, inventer un nouvel agrume qui remplacerait ou qui viendrait en supplément, par exemple, de la clémentine. Ça. Oui, aujourd'hui, ce que recherche la filière agrumicole, c'est un développement diversifié, puisqu'on sait que quand même avec la clémentine et les pomelos, on est quand même pas mal pourvu en quantité, et aujourd'hui il faut ouvrir de nouveaux marchés. Donc l'idée, c'est quand même de diversifier notre offre, et commercialement c'est toujours intéressant, économiquement c'est intéressant d'avoir aussi d'autres variétés à notre disposition. Et c'est vrai que les jeunes sont en recherche de nouveaux horizons, de nouvelles variétés, style des nouvelles variétés en orange, en citron, mais pas que, en mandarine aussi, et on attend justement de la recherche qui nous propose des choses qui nous permettraient de nous développer, de nous agrandir. Peut-être une nouvelle variété qui est commercialisée entre la fin de la période de la clémentine, janvier, et début pomelo, c'est-à-dire en gros là, maintenant début mars. Oui, par exemple, vous savez, moi j'étais à Paris hier, et quand on ne se refait pas, on regarde les étals, et aujourd'hui, quelque part, quand on voit dans les étals des commerçants uniquement de la mandarine israélienne
ou espagnole, c'est un aveu d'échec. Bien évidemment que la clientèle française est à la recherche en général de la clémentine corse, et on peut imaginer qu'elle aurait la même réaction par rapport à une mandarine de qualité qui serait produite sur les périodes dont vous voulez parler. Donc là, c'est vraiment de la recherche appliquée. Donc nous, on est demandeurs. Je pense que l'INRAE là-dessus est tout à fait en phase avec nous. Ils sont capables de comprendre nos enjeux. Comme l'a dit Jean-Paul aussi, l'orange. Aujourd'hui, on a une orange de qualité, mais malheureusement, elle arrive à fin de maturité en février. Pourquoi pas avoir une orange jusqu'à l'été ? Sur cette problématique du changement climatique aussi, une variété qui est moins gourmande en eau parce qu'on est obligé de s'adapter à cette réalité-là, c'est qu'il pleut moins ou qu'il ne pleut pas au bon moment plutôt. Exactement, mais vous savez, les déficits en eau, on peut les combattre de plusieurs manières. D'abord, vous avez bien raison de le dire, c'est les recherches variétales, mais c'est aussi, et je crois que 95% des producteurs d'agrumes en sont équipés des sondes qui permettent de n'arroser que quand c'est nécessaire. C'est aussi une manière de travailler le sol d'une manière particulière. Donc je crois que tout le monde a compris en Corse que c'était un enjeu majeur, l'accès à la ressource eau, et bien évidemment, il faudra de toute façon rénover des réseaux et développer des réserves supplémentaires, sinon la limite viendra sans doute de là. Il y a aussi d'autres standards, il faut répondre à d'autres standards plus simples, on va dire de goût. On voit parfois les chercheurs qui goûtent tout simplement. Il y a aussi les standards de la grande distribution, la couleur, le calibre, tout ça c'est compliqué en fait de réunir pour trouver vraiment le fruit idéal et qui correspond exactement aux consommateurs et aussi aux attentes de la grande distribution et que ce soit réalisable dans les champs. Tout ça c'est très compliqué, ça demande surtout beaucoup de temps, beaucoup d'expérience et malheureusement l'agrume est un arbre quand même qui met du temps à produire. Donc c'est vrai que toutes ces recherches prennent beaucoup de temps et c'est compliqué, c'est vrai. Oui, d'autant plus qu'on l'a bien vu pour la variété dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, il y a eu des essais sur la coloration, sur le calibre, sur la facilité à éplucher. Vous voyez, ça va loin dans le propos. Et c'est vrai qu'en faisant des dégustations à l'aveugle, ça permet aussi, comme pour on va dire les grands chefs ou les grands cuisiniers, d'affiner le sujet. Ce que nous, on essaie de faire, c'est là où ça se télescope un peu avec l'INRAE, c'est qu'eux ont leur volet recherche et bien sûr leur volet juridique qui est important. Et nous, les producteurs, on essaye de faire en sorte que ça se passe dans un délai un peu plus raisonnable. Donc il faut trouver... mais je n'en doute pas. Est-ce que vous en demandez pas un peu trop aussi des fois oui, à la recherche? On est très exigeant, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très demandeurs et ils sont en attente. Et l'avenir de la Corse, c'est aussi que l'agriculture se développe et c'est difficile de les retenir. C'est vrai, très compliqué de les retenir en ce moment. Est-ce que vous diriez qu'on ne peut pas se passer de nouvelles variétés et qu'économiquement, ça pourrait devenir dangereux s'il n'y a pas de nouvelles variétés Ça l'est complètement. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on sait qu'en clémentine, Corse, on risque d'atteindre vraiment des quantités qui restent peut-être difficiles à commercialiser. Donc en effet, on fait tout pour qu'on se développe, pour aller vers d'autres variétés. Par rapport notamment à, on va dire, à l'installation de jeunes, là, plutôt de jeunes agriculteurs, agrumiculteurs. Oui. C'est ça, parce que aujourd'hui, je crois qu'on est dans des enjeux très importants pour le futur. Quand on sait qu'il faut plusieurs années pour arriver à terme sur une variété, on se heurte à un modèle français auquel nous on croit beaucoup, qui est la recherche publique, et non pas la recherche privée qui, par le biais de monopoles ou de royalty écarterait des jeunes producteurs. Par contre, et c'est pas du tout l'INRA qui est visé dans mon propos, aujourd'hui il faut que l'État donne les moyens justement à l'INRAE de pouvoir réaliser ces expérimentations. Il faut que l'argent aille aussi vers le public. Ne rêvons pas. Plus il y aura de moyens et plus vite iront les choses aussi. Voilà, donc c'est un enjeu, c'est aussi à nous, je pense, de faire remonter l'information au plus haut niveau pour que des budgets soient alloués. Vous en parlez tout à l'heure, vous savez que la nouvelle variété a été notamment travaillée dans le cadre d'Innovagrumes, qui était un projet porté par la profession, l'INRA, la collectivité de Corse et des fonds européens. C'est vraiment vers ce modèle qu'il faut tendre. Eh bien, François-Xavier Tchéco et Jean-Paul Mancel, je vous remercie. Un grand merci à vous. Également aux équipes techniques qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Demain, vous retrouverez votre émission Intenta in Cultura. Mais en attendant, la formation continue avec votre Corsicadir. Salute.